Saviez-vous qu'une plante peut capturer un insecte en moins d'une seconde, en fermant ses feuilles comme une mâchoire? Ou que certaines libèrent des gaz toxiques capables d'éloigner de grands herbivores? La nature regorge de défenses végétales étonnantes que nous observons rarement. Aujourd'hui, dans Explorando, nous dévoilerons les 10 mécanismes de défense les plus uniques et évolués du règne végétal, des pièges mortels aux armements chimiques sophistiqués. Préparez-vous à une immersion profonde dans la guerre silencieuse que mènent les plantes pour leur survie. Commençons notre voyage avec l'une des plus emblématiques, la Dionea muscipula, populairement connue sous le nom de Vénus attrape-mouche, originaire des tourbières de Caroline du Nord et du Sud aux États-Unis. Son mécanisme est un prodige de l'ingénierie biologique. Cette plante possède des feuilles modifiées qui forment une structure bilobée semblable à une bouche, avec des poils sensoriels ou trichomes sur sa surface interne. Lorsqu'un insecte, comme une mouche, touche 2 de ses poils dans un laps de temps d'environ 20 secondes, le piège se referme. La fermeture est un phénomène très rapide, se produisant dans un temps qui peut varier entre 30 et 60 millisecondes dans des conditions optimales, ce qui est presque imperceptible à l'œil humain. Mais comment parvient-elle à une telle vitesse sans muscles ni nerfs? La clé réside dans la turgescence de l'eau à l'intérieur de ses cellules et dans la structure de ses feuilles. Le toucher des poils déclenche une impulsion électrochimique similaire à un signal nerveux qui voyage à travers la feuille. Cette impulsion provoque des changements dans la pression de l'eau de certaines cellules dans l'articulation centrale de la feuille. Les cellules du côté extérieur de la feuille gonflent rapidement, tandis que celles du côté intérieur perdent de l'eau et se contractent. Cette altération soudaine de la pression interne des cellules provoque un changement drastique dans la forme de la feuille, provoquant sa fermeture violente et piégeant la proie. C'est un système de défense et d'alimentation extraordinairement efficace. L'insecte piégé, en tentant de s'échapper, stimule encore plus les trichomes, ce qui renforce la fermeture et prépare la feuille à la digestion. Ensuite, la plante sécrète des enzymes digestives qui décomposent l'insecte, absorbant ses nutriments, principalement l'azote. Passons maintenant à la deuxième plante de notre liste, le genre Nepenthes, les fascinantes plantes carnivores tropicales que l'on trouve principalement en Asie du Sud-Est, notamment à Bornéo, Sumatra et aux Philippines. Leurs défenses sont des pièges à fausse. Ces plantes développent des feuilles modifiées en forme de cruche ou de jarre suspendues qui peuvent varier en taille de quelques centimètres à plus de 30 cm de haut chez des espèces comme la Nepenthes raja. Qu'est-ce qui les rend si efficaces? Le bord de la cruche, appelé péristome, est glissant et produit du nectar, attirant les insectes. La surface interne du pichet est céreuse et extrêmement lisse, empêchant les insectes de s'échapper une fois qu'ils tombent. Au fond du pichet s'accumule un liquide digestif, un mélange d'eau de pluie et d'enzymes produites par la plante elle-même. Ce liquide agit comme un puissant fond pour les insectes imprudents. Les enzymes, similaires à celles présentes dans l'estomac des animaux, décomposent les corps des insectes piégés, permettant à la plante d'absorber les nutriments vitaux, comme le phosphore et le potassium, qui sont rares dans les sols où elles poussent. Certaines espèces de Nepenthes ont même développé une relation symbiotique avec de petits mammifères comme les musarailles arboricoles, leur offrant du nectar en échange de leurs excréments, une source supplémentaire des nutriments. C'est une adaptation très particulière. Continuons avec la troisième plante, la Mimosa pudica, populairement connue sous le nom de plante sensitive ou dormeuse, originaire d'Amérique centrale et du Sud. Sa défense n'est pas toxique, mais une réponse physique surprenante. Ses feuilles composées, formées de nombreux folioles petits, se replient rapidement vers la tige lorsqu'elles sont touchées, secouées ou même exposées à des changements brusques de température. Cette réponse est un type de tigmonastie. Le mécanisme derrière ce mouvement réside dans des structures spécialisées à la base des folioles et des pétioles, appelées pulvinus. Ces structures contiennent des cellules qui peuvent changer leur turgescence, c'est-à-dire la pression interne de l'eau. Lorsque la plante détecte un stimulus, comme un toucher, des neurotransmetteurs végétaux sont libérés, ce qui provoque la perte rapide d'eau par certaines cellules des pulvinus. La perte d'eau réduit la turgescence et les cellules rétrécissent. Cette contraction soudaine des cellules provoque le repliement des folioles et l'effondrement des feuilles vers le bas, comme si la plante s'évanouissait. C'est une stratégie pour dissuader les herbivores, la rendant moins appétissante ou morte. Ce mouvement peut également protéger la plante des petits insectes qui pourraient être délogés par la fermeture ou même des fortes pluies qui pourraient l'endommager.
La récupération de la position originale peut prendre quelques minutes. Notre quatrième protagoniste est l'Urtica dioica, l'ortie commune, une plante herbacée vivante que l'on trouve pratiquement dans toutes les régions tempérées du monde. Sa défense est connue de beaucoup, mais son mécanisme est fascinant. L'ortie est recouverte de trichomes urticants, des poils creux et cassants qui agissent comme des aiguilles hypodermiques microscopiques. Ces poils contiennent un cocktail de substances chimiques irritantes. Au contact, la pointe de ces trichomes se brise et la base en forme de bulbe libère un mélange d'histamine, d'acétylcholine, de sérotonine et d'acide formique. Comment ces substances interagissent-elles avec notre peau? L'histamine provoque la réaction allergique, notamment des démangeaisons, des rougeurs et un gonflement. L'acétylcholine et la sérotonine potentialisent la douleur et l'irritation, tandis que l'acide formique contribue à la sensation de brûlure. Cette défense chimique et mécanique est extrêmement efficace pour dissuader la plupart des herbivores. Un simple contact peut laisser une sensation de brûlure qui dure des heures, une leçon mémorable pour tout animal. Même les plus petits insectes évitent activement les orties, ce qui permet à ces plantes de croître sans être dévorées excessivement, prospérant dans divers habitats, des forêts aux zones perturbées par l'activité humaine. Nous arrivons à la cinquième plante de notre liste, Ricinus communis, le ricin, originaire du nord-est de l'Afrique et du Moyen-Orient, mais cultivé dans de nombreuses parties du monde pour son huile. Cependant, ses graines abritent un danger latent. Les graines de ricin contiennent l'une des toxines naturelles les plus puissantes connues, la ricine, une protéine ribosomique inactivatrice. Une petite quantité seulement peut être mortelle en cas d'ingestion. La ricine agit en interférant avec la synthèse des protéines à l'intérieur des cellules. Une fois qu'elle pénètre dans le cytoplasme cellulaire, la ricine désactive de manière irréversible les ribosomes, les usines de protéines de la cellule. Sans la capacité de produire des protéines essentielles, les cellules meurent, ce qui conduit à la nécrose des tissus et à la défaillance des organes. Les symptômes d'intoxication peuvent inclure des nausées, des vomissements, une diarrhée grave, une déshydratation et des hémorragies internes. La dose létale médiane de ricine pour un adulte humain est d'environ 1 mg par kg de poids corporel en cas d'inhalation ou d'injection, bien que la toxicité orale soit plus variable. On estime que l'ingestion de 4 à 8 graines peut être fatale pour un enfant. Cette puissante défense garantit que les herbivores ne consomment pas les graines, protégeant ainsi la capacité de reproduction de la plante. L'huile de ricin, cependant, ne contient pas de ricine, car celle-ci est inactivée pendant le processus d'extraction. Notre sixième plante est Nerium oleander, le laurier rose, un bel arbuste ornemental très commun dans les climats méditerranéens, originaire d'une vaste région allant du Maroc et du Portugal au sud de la Chine. Son attrait cache une toxicité extrême. Toutes les parties du laurier rose, y compris les feuilles, les fleurs, les tiges et même l'eau dans laquelle ces fleurs ont été immergées, contiennent des glycosides cardiaques, tels que l'oléandrine et la nériantine. Ils sont extrêmement toxiques. Ces composés affectent directement le fonctionnement du cœur. Ils agissent en inhibant la pompe sodium-potassium, une enzyme cruciale dans les membranes cellulaires qui maintient l'équilibre des ions à l'intérieur et à l'extérieur des cellules cardiaques. L'interruption de cette pompe entraîne une accumulation d'ions sodium à l'intérieur des cellules, ce qui affecte à son tour la concentration de calcium. Un excès de calcium intracellulaire augmente la contractilité du muscle cardiaque de manière incontrôlable. Cela peut provoquer des arythmies cardiaques sévères, une bradycardie ou une tachycardie et finalement une insuffisance cardiaque. Les symptômes d'intoxication comprennent également des nausées, des vomissements, une diarrhée grave et une confusion. La toxicité est telle que même l'inhalation de la fumée de la combustion de laurier rose ou l'ingestion de miel produit par des abeilles ayant visité la plante peut être dangereuse. L'ingestion d'une seule feuille peut être fatale pour un enfant. Poursuivons avec la septième espèce, l'Arum maculatum, l'arum tacheté, également connu sous le nom de gouet, une plante sauvage commune dans les forêts humides et les haies d'Europe. Sa beauté est trompeuse. Cette plante contient des cristaux d'oxalate de calcium, principalement dans ses feuilles, ses tiges et ses baies. Ces cristaux ont la forme d'aiguilles microscopiques appelées raphides, qui se trouvent en faisceau. Lorsqu'une partie de la plante est mâchée, les raphides sont libérés et perforent les membranes muqueuses de la bouche et de la gorge. Cela provoque une irritation mécanique sévère et instantanée.
Outre l'irritation mécanique, l'oxalate de calcium peut également libérer d'autres substances irritantes, telles que des histamines et des enzymes protéolytiques, qui exacerbent la sensation de brûlure, de démangeaison et de gonflement. Les symptômes incluent une douleur intense dans la bouche et la gorge, des difficultés à avaler, une inflammation des lèvres et de la langue et dans les cas graves, une obstruction des voies respiratoires. Malgré sa toxicité, les baies rouges brillantes sont attractives pour les enfants. Certaines personnes ont confondu les jeunes feuilles d'arôme avec d'autres plantes comestibles, entraînant des intoxications accidentelles. L'apparition rapide des symptômes dissuade généralement les animaux de continuer à consommer la plante. Passons à la 8e plante, les espèces du genre Euphorbia, communément appelée Euphorbée, un genre extrêmement diversifié avec plus de 2000 espèces qui vivent dans un large éventail de climats, des déserts aux forêts tropicales. Leur principale défense est un latex irritant. Quand n'importe quelle partie d'une plante d'Euphorbia est coupée ou dommagée, elle libère une sève lateuse et blanchâtre, appelée latex. Ce latex est hautement caustique et toxique. Comment ce latex réagit-il au contact de la peau ou des muqueuses ? Au contact de la peau, le latex peut provoquer une dermatite, des rougeurs, un gonflement, des démangeaisons intenses et des ampoules. S'il entre en contact avec les yeux, il peut provoquer une conjonctivite sévère, une douleur intense et même une cécité temporaire ou permanente dans les cas extrêmes. L'ingestion de n'importe quelle partie d'une euphorbe peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et, en grande quantité, peut être fatale. Cette défense est efficace contre les herbivores et les curieux. Certaines euphorbes désertiques, comme l'Euphorbia tirucali, connue sous le nom d'arbre crayon, ont un latex si puissant qu'il a été traditionnellement utilisé comme poison pour les flèches dans certaines cultures africaines. Sa causticité est une arme redoutable. Notre 9e plante est la Datura stramonium, connue sous le nom de stramwen, de Datura officinale ou d'herbe du diable, une plante largement répandue dans les régions tempérées et tropicales du monde. Elle est connue pour sa toxicité et ses effets hallucinogènes. Toutes les parties de cette plante, en particulier les graines et les fleurs, contiennent une forte concentration d'alcaloïdes tropaniques, les plus importants étant la scopolamine, l'iosuciamine et l'atropine. Ce sont de puissantes neurotoxines. Ces alcaloïdes agissent comme des anticholinergiques, bloquant les récepteurs de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial dans le système nerveux. Cela interfère avec la communication entre les nerfs et les muscles et dans le système nerveux central. Les symptômes d'intoxication sont variés et peuvent inclure la bouche sèche, la vision floue, les pupilles dilatées, la tachycardie, la fièvre, les hallucinations, le délire, les convulsions, le coma et, à forte dose, la mort. La dose toxique est très variable et dépend de l'espèce de Datura, de la partie de la plante consommée et des conditions de croissance. On estime que l'ingestion de seulement quelques grammes de graines peut être mortelle pour un adulte. Cette puissante défense chimique garantit que peu d'herbivores osent consommer le Datura, le protégeant ainsi de la prédation. Les histoires de ses effets hallucinogènes et toxiques ont dissuadé beaucoup de personnes d'entrer en contact avec lui. Enfin, nous arrivons à la 10e et dernière plante de notre liste, le genre Acacia, qui comprend plus de 1000 espèces, la plupart originaires d'Australie, mais avec une présence significative en Afrique et en Amérique. Ces défenses sont multiples et variées. Les acacias africains, en particulier, sont célèbres pour une combinaison de défenses mécaniques et chimiques et une symbiose intéressante. De nombreuses espèces sont armées d'épines longues et acérées qui découragent les grands herbivores. Les épines, qui peuvent mesurer plusieurs centimètres, sont des feuilles modifiées ou des stipules durcies et agissent comme une barrière physique contre les animaux tels que les girafes et les éléphants qui tenteraient de se nourrir de leurs feuilles. Mais les acacias ont une défense encore plus sophistiquée, la production de tanins. Lorsqu'elles sont broutées, les feuilles de l'acacia libèrent ces substances chimiques en quantité élevée. Les tanins sont des composés phénoliques qui se lient aux protéines de la salive des herbivores et aux protéines digestives dans leur intestin, inhibant la digestion et réduisant la valeur nutritionnelle des feuilles. Cela rend la nourriture moins palatable et plus difficile à digérer, dissuadant les animaux de continuer à manger. Certains acacias peuvent même envoyer des signaux chimiques aériens à leurs acacias voisins pour les avertir du danger. Ce système d'alarme permet aux acacias proches d'augmenter leur production de tanins avant que les herbivores ne les atteignent. C'est une communication chimique fascinante entre les plantes.
De plus, de nombreux acacias africains forment une symbiose mutualiste avec des fourmis. Les fourmis, comme celles du genre Crématogaster, nichent dans les épines creuses de l'acacia, recevant un abri et du nectar de la plante. En échange, les fourmis défendent férocement l'acacia contre les herbivores et les insectes brouilleurs, attaquant tout animal qui tente de se nourrir de ses feuilles. Leurs piqûres sont un moyen de dissuasion très efficace. Cette combinaison d'épines, de défense chimique et d'une garde de fourmis transforme les acacias en de véritables forteresses végétales, capables de supporter la pression du pâturage de la mégafaune africaine. Ces 10 exemples nous montrent l'incroyable diversité et la complexité des stratégies défensives développées par les plantes au cours de millions d'années d'évolution. Leur survie en dépend. Des pièges rapides aux poisons mortels, en passant par les alliances avec des insectes, les plantes ont perfectionné leur capacité à se protéger dans un monde rempli de prédateurs. Chaque adaptation est une histoire de survie. La prochaine fois que vous observerez une plante, rappelez-vous que derrière son apparente immobilité se cache un arsenal de défense surprenante, produit d'une évolution implacable et continue. Et si l'ingéniosité de la nature vous a émerveillé et que vous souhaitez continuer à découvrir ses secrets, nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à Explorando pour ne manquer aucun de nos prochains voyages à travers la connaissance. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez-la avec vos amis et votre famille. Laissez-nous un commentaire avec votre plante préférée ou une autre que vous connaissez avec des défenses uniques. Ensemble, nous continuerons à explorer.